Merci, Dr. Gilles. Je pense que c'est bon. Oui, Vous m'entendez? très bien, Dr. Gilles. Très bien. Merci beaucoup, José. Merci à toutes et à tous, au groupe, au GIAF Junior pour cette invitation. C'est un plaisir et c'est un privilège d'être avec vous. Merci à Christelle d'avoir si brillamment introduit les discussions et je pense déjà avoir mis les pieds dans le plat, je dirais. Et je voudrais aussi souligner la joie que j'ai de voir Success Mara être capable de participer à cette discussion compte tenu du contexte politique actuel au Tchad que nous connaissons et sa situation personnelle. C'est un plaisir de la voir et je crois que c'est aussi une très bonne manière, dans un certain sens, d'introduire cette discussion sur la place des jeunes dans la définition, la formulation des politiques publiques. Alors, je vais essayer de ne pas être très long. Alors, je ne vais pas nécessairement donner des faits. Je crois que lors de l'introduction par Fatou, il y avait déjà un certain nombre de faits qui avaient été donnés sur la question de la jeunesse, de comment est-ce qu'on la définit, ce qui me semble être un élément important. Est-ce qu'on la définit avec une tranche d'âge particulière ou est-ce qu'on la définit d'une certaine manière en fonction des contextes dans lesquels on discute de la participation et de la place des jeunes? Je voudrais souligner, par exemple, que c'est clair que la définition en 15 et 35 ans, elle est assez large et elle saisit, je pense, assez bien, en tout cas, cette période importante où on a une capacité normalement de jouer un rôle important dans la société, de continuer aussi à apprendre. Mais évidemment, lorsqu'on parle, par exemple, de l'engagement politique, et de la possibilité pour des jeunes de jouer les premiers rôles en politique, y compris d'être président de la République, par exemple, évidemment, il faut ouvrir un peu cette tranche d'âge puisque les plus jeunes candidats ou potentiels candidats dans beaucoup de pays africains sont plutôt entre 40 et 60 ans. Et lorsqu'on regarde l'Afrique de l'Ouest, je n'ai pas fait le calcul, mais si vous calculez en ce moment la moyenne d'âge des chefs d'État en Afrique de l'Ouest, dans les 15 pays de la CEDEAO, à mon avis, on est au-delà de 60 ans et on a beaucoup de chefs d'État de pays importants qui sont plutôt entre 70 et 80. Et lorsqu'on élargit à l'échelle du continent, on a aussi une moyenne qui est très supérieure de celle de la plupart des pays africains, où on a rappelé tout à l'heure que bien plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Donc cette distance, je pense, a traduit très clairement le problème que nous avons de représentation déjà des jeunes en politique. Ce que je vais essayer de faire, c'est plutôt d'essayer de décomposer le problème en ces différents éléments. Je trouve que c'est toujours une approche qui peut nous permettre de savoir finalement de quoi est-ce qu'on parle exactement et peut-être d'ouvrir aussi tout de suite des pistes, au moins des domaines dans lesquels il faudrait intervenir. On parle de participation aux politiques publiques. Pour moi, ça veut dire trois choses, disons. Première chose, c'est participer aux politiques publiques, évidemment, au plus haut niveau, c'est faire partie des décideurs. C'est être à la table de ceux qui décident. Être à la table de ceux qui décident, si on veut schématiser, c'est soit être dans des fonctions électives, être à l'Assemblée nationale, être dans le gouvernement comme ministre ou à la tête d'institutions importantes dépendantes du pouvoir exécutif, ou être, par exemple, aussi élu local. Donc, vous avez d'un côté des fonctions électives où finalement la possibilité pour des jeunes d'accéder à ces instances de décision, elle est décidée théoriquement en démocratie par les élections. Et vous avez à nouveau la possibilité pour des jeunes d'être cette fois-ci dans l'exécutif et donc de dépendre finalement d'une décision politique sans être nécessairement, disons, passé par des élections. Je crois que c'est important de situer cela parce que ça permet, disons, de clarifier un peu, disons, les modes de participation au niveau le plus élevé où les jeunes sont à la table de décision. Le deuxième niveau de participation, c'est même si on n'est pas à la table, ne pas être trop loin. Lorsqu'on a une table pour le déjeuner, mais lorsqu'on est à la cuisine, c'est déjà, on est un peu proche. On a les possibilités d'influencer ce qui se passe à la table de décision. Et donc, c'est au fond faire partie de ceux qui influencent les décideurs.
Alors, dans ceux qui influencent les décideurs, il faut se poser la question dans nos pays, qui sont ceux qui influencent les décideurs politiques? Donc, vous avez toute une série de conseillers, disons, formels, et vous avez des conseillers informels. Vous avez des gens qui ont de l'influence et qu'on peut repérer dans l'architecture politique et institutionnelle, et vous avez des gens qui ont de l'influence, mais qui n'apparaissent nulle part dans l'organigramme ou dans l'architecture politique et institutionnelle des États. Est-ce que les jeunes sont présents dans ces deux catégories, disons, de personnes qui influencent les décideurs? Évidemment, c'est très difficile d'avoir des indications sur ça, mais le sentiment qu'on a, c'est que les jeunes ne sont pas très présents dans ces cercles-là, de décideurs formels et informels. Alors, je crois qu'il faut aussi savoir que dans ces conseillers, dans ces personnes qui ont de l'influence, vous avez par exemple des acteurs économiques qui sont influents. Toujours, les acteurs économiques les plus importants ont de l'influence, évidemment. Vous avez aussi des acteurs qui sont plutôt des leaders d'opinion, qui peuvent tirer leur influence d'une forme d'autorité morale qui peut être traditionnelle ou qui peut être, par exemple, religieuse. En fonction des pays, ces personnes ont plus ou moins de pouvoir et constituent clairement des pôles d'influence sur les décisions et sur les politiques publiques. Et vous avez aussi, en fonction des pays, disons ce qu'on peut appeler les intellectuels, qui peuvent aussi avoir de l'influence. Bon, dans les pays africains, ce n'est pas très clair que les universitaires qui se cantonnent dans ce rôle appartiennent vraiment à ceux qui ont de l'influence, malheureusement, sur les politiques publiques. Ils devraient l'être. Alors, le troisième niveau de participation, c'est, même si on n'est pas à la table et même si on n'est pas à côté de la table, d'être au moins dans des instances où on discute, des politiques publiques, dans des espaces de dialogue sur les politiques publiques. Et là, évidemment, on peut retrouver toute la société civile et des espaces de dialogue formels et informels. Là, on a sans doute beaucoup plus de jeunes qui sont présents, notamment dans des associations, des organisations de la société civile, qui peuvent discuter des institutions, discuter des réformes politiques, discuter des réformes économiques, sans avoir nécessairement de l'influence. Mais au moins, à nouveau, dans ce cas, on participe peut-être quand même à une influence sur ceux qui ensuite pourraient reporter ce message au niveau supérieur. Mais le problème, c'est que là, il faut savoir si on a des espaces de dialogue qui soient institutionnalisés, c'est-à-dire est-ce qu'on a dans nos pays des espaces qui permettent non seulement à des jeunes de s'exprimer, mais qui permettent aussi à cette expression finalement de parvenir quand même de temps en temps à ceux qui ont l'oreille des décideurs. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je pense qu'il y a trois contextes qu'il faut considérer. Le premier, c'est le contexte politique. Je crois que la première chose à regarder, c'est quel est le contexte politique, la gouvernance politique, les pratiques politiques réelles de nos pays africains. Et en quoi est-ce que ces pratiques politiques réelles sont un obstacle à la participation des jeunes à la décision politique? Je crois que là, il faut voir que, évidemment, lorsqu'on est dans des régimes qui sont soit autoritaires, clairement, ou qui sont formellement démocratiques, mais qui ne le sont pas en réalité, ça veut dire concrètement que la seule chance d'avoir des jeunes qui jouent un rôle important, c'est que le leader, le chef, le grand chef, soit convaincu de la nécessité d'avoir des jeunes parmi les décideurs. Accidentellement, cela peut arriver. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on ne peut pas avoir des leaders qui soient conscients de l'importance d'avoir une représentation des jeunes, par exemple. On a quelques exemples, hein. Bon, on peut citer le Rwanda. On a non seulement une représentation des femmes qui est importante, mais on a aussi beaucoup de gens relativement jeunes qui sont dans des positions à la tête d'agences très importantes pour le développement économique et pour d'autres institutions, par exemple dans un pays comme le Rwanda, qui n'est pas un modèle de démocratie, mais qui est d'une certaine manière un modèle d'un leadership particulier où, en fonction des besoins, disons, de modernisation, par exemple, le leader comprend que finalement, les jeunes, s'il veut développer les nouvelles technologies, par exemple, il a besoin de jeunes parce que c'est simplement les mieux outillés, les plus formés, les plus à l'aise pour pouvoir, par exemple, entreprendre une modernisation des services publics en utilisant davantage Internet, par exemple. Donc, on peut avoir des leaders qui décident délibérément de donner de la place aux jeunes parce qu'ils pensent qu'il y a des jeunes qui sont compétents et qui sont à même de moderniser leur pays. Mais évidemment, la faiblesse des régimes autoritaires et des régimes démocratiques qui ne le sont pas vraiment, c'est que ça peut changer. Il suffit que le leader change et ses convictions également disparaissent. Et donc, vous pouvez vous retrouver très vite dans une situation
où ce qui semblait être acquis est remis en cause parce que cela n'a pas été institutionnalisé. Mais dans beaucoup de pays, on a des leaders qui sont non seulement très âgés, mais qui ne comprennent pas le besoin d'avoir des jeunes, même pour des raisons d'efficacité économique. Et évidemment, le résultat, c'est que vous n'avez aucune possibilité, disons, d'avoir réellement des jeunes qui soient dans des positions de décision. Le deuxième contexte qui me semble être important de souligner, alors, juste, je veux dire, le Tchad est un bon exemple aussi, hein, évidemment, de cette marginalisation politique. Hein. Lorsque vous n'avez pas d'espace politique pour la démocratie, vous n'en avez pas pour les opposants de manière générale, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes. Donc, les jeunes, évidemment, ont encore moins de chances que les vieux. Mais de toute façon, lorsque vous n'avez pas d'opposition, vous n'avez pas d'inclusion dans le processus politique, il n'y a pas de miracle à attendre de ce point de vue-là. Le deuxième contexte, je disais, c'est le contexte économique. J'ai participé à une discussion avec des acteurs politiques au Sahel, des partis politiques, et qui expliquent clairement que même au sein des partis, pour avoir accès, par exemple, à la possibilité d'être candidat à des législatives ou à n'importe quelle élection, pour que le parti vous choisisse, il faut de l'argent. Il faut pouvoir peser à l'intérieur du parti et notamment peser financièrement. Le problème avec les jeunes, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, en tout cas par rapport à ceux qui sont plus âgés. Et évidemment, ils ont passé moins de temps, ils ont eu moins de temps d'accumulation matérielle et donc forcément, ils sont aussi marginalisés à l'intérieur des appareils politiques parce qu'ils ne pèsent pas financièrement. Donc cet élément financier nous montre à nouveau à quel point la manière dont on fonctionne politiquement est déterminante pour la possibilité d'accroître la participation des jeunes. Si on ne régule pas le financement des partis politiques, le rôle de l'argent dans la politique, évidemment, on va avoir aussi du mal à favoriser la participation politique des jeunes. Le troisième élément et le dernier, c'est le contexte socio-culturel de nos pays africains. Et là, je dirais, il y a un élément important, c'est qu'on est culturellement encore dans la survalorisation de l'âge et de l'expérience qui va avec. L'expérience est importante, mais évidemment, il ne faut pas la survaloriser par rapport à tout le reste. Et donc, lorsqu'on la survalorise, cela étant lié quand même à cette culture de l'aîné, où on pense que le respect de l'aîné, ça veut dire nécessairement la marginalisation des jeunes. On peut respecter les aînés tout en concédant que on n'a pas besoin seulement des gens d'expérience, on a aussi besoin de gens qui renouvellent les choses, et c'est les jeunes qui ont par contre la créativité. Et c'est l'expérience plus la créativité qui vous donne les possibilités de faire des changements en les maîtrisant, en combinant ce qu'apporte l'expérience et ce qu'apporte à nouveau le dynamisme et la modernisation que les jeunes peuvent incarner. Et ce contexte socio-culturel, ça veut dire aussi l'importance des réseaux. C'est très clair que les réseaux jouent un rôle fondamental, et y compris dans la recherche d'emploi, on le sait, en Afrique, plus qu'ailleurs, avoir du réseau est fondamental. Donc aussi, dans la société, lorsqu'on valorise les réseaux, on valorise de fait les personnes qui sont plus âgées, parce qu'ils ont eu plus d'années pour se faire des réseaux plus importants. Les jeunes, évidemment, ont moins de réseaux que les plus âgés, et ça veut dire que là encore, vous avez un contexte socio-culturel qui finalement va défavoriser les jeunes dans la possibilité pour eux d'être soit à la table des décideurs, soit à côté de la table des décideurs, ou au moins d'être là où les décisions sont discutées. Je vais m'arrêter là pour l'instant. L'idée, à nouveau, c'était de structurer un peu la conversation de manière à faire apparaître peut-être des déterminants qui me semblent être institutionnels aussi pour cette participation des jeunes. Je crois que des initiatives de jeunes sont intéressantes, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Si on veut vraiment du changement, il faut bien voir que les pratiques politiques et économiques de nos sociétés doivent changer si on veut qu'il y ait du changement réel dans la manière dont nos pays sont gouvernés et dans la place que les jeunes jouent dans ces appareils de décision. Je vous remercie et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, sur la diaspora, on verra si j'ai quelque chose à dire. Je voulais rebondir en tout cas sur la question d'Ahmed Diallo, parce que non seulement il a parlé de la charte africaine, mais avant cela, il avait aussi parlé du manque de formation et d'information des jeunes qui pouvait être un obstacle. Et je pense que ce sont des questions très importantes. D'abord, une charte, c'est un document. Hein. On n'a jamais vu un document qui change quoi que ce soit. C'est le fait de s'en saisir pour le mettre en œuvre qui peut changer les choses. Donc, il est très clair que le fait pour les jeunes de se saisir de tous les instruments à leur disposition
pour faire du plaidoyer, pour pousser à des changements, c'est ça qui va permettre d'avoir des résultats. Mais je pense qu'au-delà de l'information et de la formation, c'est l'analyse, l'importance des savoirs, l'importance de la connaissance des contextes dans lesquels on évolue et l'importance de la méthode. Dans tout ce qu'on discute, on a parlé de transformation tout à l'heure avec Success Maha, tous les changements qu'on veut, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des gens qui n'en veulent pas. Il faut être très clair, ceux qui sont au pouvoir, qu'ils soient vieux ou pas d'ailleurs, ils veulent y rester. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne que ça n'a rien de spécifiquement africain. La question, c'est donc, si on veut faire du changement, il faut le penser, il faut l'organiser. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut vraiment qu'on mette beaucoup plus l'accent aussi, au-delà de l'engagement, de la mobilisation, l'accent sur le développement de l'analyse, de la connaissance des contextes et une méthode pour comprendre que les changements, pour être efficaces, il faut penser tout de suite à tous ceux qui n'en veulent pas et s'organiser en coalition pour pouvoir contrer les adversaires à tout changement. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est l'intégrité. Là aussi, Success Maha a parlé de servir. Je crois que derrière, c'est l'intérêt général et derrière, c'est la question de l'intégrité. Et sur ça, je pense qu'il faut qu'on soit honnête. Les vieux, on a des vieux voleurs, on a des jeunes voleurs. Ce n'est pas parce qu'on est jeune nécessairement qu'on est intègre. Et je crois que là aussi, il ne faut pas oublier qu'en Afrique centrale, par exemple, des présidents qui sont là depuis 30-40 ans, la plupart sont arrivés précisément jeunes au pouvoir, avec des idées souvent révolutionnaires, très positives, et souvent même des tickets d'intégrité. On a vu comment ça a évolué. Donc, je crois que là aussi, sur l'intégrité, il faut qu'on travaille, qu'on sache que c'est un travail de fond et que ça aussi, ça s'apprend. Le problème, c'est les systèmes éducatifs et nos systèmes éducatifs n'ont pas réussi à intégrer à la fois la formation au débat critique et à la curiosité intellectuelle, mais aussi la question de l'intégrité. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui pour tout changement collectif positif qu'on mette l'accent sur la culture de l'intégrité. La question sur la diaspora, je pense que, bien sûr, les jeunes de la diaspora sont très intéressés. On le voit, tous les webinaires qui sont organisés sur le continent africain, on a souvent une participation parfois même supérieure des gens de la diaspora par rapport à ceux qui sont sur le continent. Et je crois que c'est la jonction de ces forces qui fera justement le changement. Le problème, c'est qu'il faut l'organiser. Et le vrai défi que nous avons, c'est organiser cette énergie positive. Cheikh Tidiane l'a dit tout à l'heure, on voit des changements, on voit des jeunes qui se mobilisent, on voit beaucoup de jeunes, des entrepreneurs aujourd'hui qui ont envie, au-delà de gagner de l'argent, ont envie de servir leur société. C'est quelque chose qui est absolument fabuleux, mais comment est-ce qu'on l'organise pour que ça change fondamentalement les pratiques politiques? Je crois que c'est ça la vraie question et ça, on a besoin à la fois de mobilisation et à nouveau, on a besoin de connaissances. Docteur Gilles, avant qu'on passe aux autres panélistes pour le mot de clôture. Merci beaucoup. Non, mot de la fin, à nouveau, déjà merci pour cette opportunité. Je dirais que là aussi, ce serait, Success Maha l'a dit tout à l'heure, hein, sur la citation de Mandela, rien n'est impossible et je crois jusqu'à ce qu'on l'ait fait. Et je crois que cette citation veut tout dire sur la nécessité de croire à des changements et de s'organiser individuellement et collectivement pour que cela arrive. Je dois dire que trouver sa manière de contribuer me semble être le plus important. Moi, en créant Wati, ce que j'ai voulu faire, c'est créer une plateforme justement qui mette l'accent sur la connaissance, sur les savoirs, parce que je pense qu'il faut la jonction entre l'action sur le terrain, l'action des jeunes, mais aussi la possibilité de proposer des choses. Pour proposer des choses, il faut, je pense, comprendre les contextes nationaux, mais aussi internationaux et régionaux dans lesquels on opère. Et j'ai foi qu'on a aujourd'hui une jeunesse qui est capable de trouver cette jonction. Donc, merci à nouveau pour cette opportunité, pour cet échange.